Bonsoir. Bonsoir. Bonne grosse brune. Effectivement, écoute, on a la panse bien remplie. Merci à ma copine Catherine qui s'est occupée de nous remplir la bédaine juste avant notre live. Là, j'ai l'impression que on va peut-être entendre des bruits de digestion tout au long du live. C'est un repas, somme toute, léger. Je ne sais pas si c'est un avantage social imposable, cela dit, mais une très bonne salade de poulet. Ouais, c'est ça, celle-là. Bon, écoute, moi aujourd'hui, j'ai enregistré des émissions pour le Guide de l'auto qui vont passer dans les prochaines semaines. Émission de télé? L'émission de télé du Guide de l'auto. Alors, on va y revenir, mais on va statuer sur certains véhicules que j'ai conduits aujourd'hui. On dit que tous les véhicules sont aujourd'hui très bons, là. Je viens de je viens de découvrir une erreur épouvantable du monde automobile. Enfin bref, je pensais pas que ça pouvait être aussi inefficace que ça, mais on y reviendra. En attendant, commence donc par ta question du jour. Oui, une petite question avec un clin d'œil, avec un sujet qui viendra un petit peu plus tard. Donc, en quelle année Ford a-t-elle introduit la turbocompression avec la Thunderbird? Et ce n'est pas en 1957. Non? Non. Ah, OK. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne question parce qu'évidemment, il y a des gens qui se souviennent même pas de ça, j'imagine. Il y en a peut-être qui se souviennent de la suralimentation, mais la turbocompression, ça c'est autre chose. Enfin bref. Parle-nous aussi du Pontiac Aztek, jaune. Oui, qui a été gagné. Qui a été gagné, une excellente capsule que j'ai visionnée hier soir. Ouais. Et là, il y a quelques personnes qui ont proposé que je t'accompagne pour le saut en... C'est du bungee ou... Oui. Bon. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Tu veux pas m'accompagner? Ah non. Non, non. Je suis toujours partant pour aller voir une minoune à vendre, là, ça c'est correct. Okay. Mais j'aimerais ça qu'on s'en tienne à ce type d'activité. Okay. Quand ça implique des hauteurs, non merci. Il y a quelqu'un qui s'appelle Recherche Syndic qui s'est joint à nous. Alors, on salue tous les syndics. Ouais. Et Nicolas Doyon, au passage, qui est avec nous. Yves Roy, notre fameux maniaque de Honda Prélude, qui est avec nous ce soir. Alors, salut Yves. Bref, il y a du monde qui embarque, c'est le fun. Mais moi, ce qui m'a fasciné dans la capsule sur l'Aztek, c'est la quantité de participants et de gens qui ont soumis leur candidature. Oui, en fait, parce que j'avais eu droit de visionner quelques-unes de ces candidatures-là. Parce qu'il faut comprendre de voir qu'il y a autant de gens qui se sont mobilisés et, certains se sont filmés possiblement assis sur le trône, mais d'autres ont mis beaucoup d'efforts à produire une capsule qui, même si c'était amateur, il y avait un gros effort qui a été mis là, une belle motivation de la part des gens pour gagner finalement un Pontiac Aztek. C'était pas pour gagner une Lamborghini. Là. Non. Juste parenthèse, il y a Eric qui me demande si j'ai toujours le Ford F100 que j'avais ramené de la Californie. La réponse c'est non, malheureusement. Pour revenir à l'Aztek, il faut comprendre un truc, c'est qu'évidemment, tous les vidéos ou les extraits que vous avez vus de gens qui ont participé, on a dû leur demander l'autorisation. OK. Alors, il y a beaucoup de bons vidéos. Alors, Patty, elle a accepté. Patty, elle a accepté. Non, mais il y a beaucoup de bons vidéos qu'on aurait aimé, on aurait voulu vous montrer des extraits et on n'aura pas reçu l'autorisation. Et un des 3 finalistes, là, on a hésité vraiment entre 3, là, un des 3 finalistes, j'ai cru comprendre qu'il était vraiment pas content de ne pas avoir gagné parce qu'il a refusé de nous permettre de diffuser un 5 ou 10 secondes de son extrait. Et j'ai reçu un long courriel de bêtises par la suite de quelqu'un qui le connaît et qui n'était pas content que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Écoute, bon, ça fait partie tu peux pas faire l'unanimité. Quand on s'achète un billet de 6,49, il faut pas virer fou non plus si on gagne pas, là. Ça fait partie du jeu, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui me demande à quand l'essai du Subaru Solterra. On va en parler un peu plus tard. C'est l'essai hivernal qu'on a hâte de voir. C'est l'essai hivernal et on est à
planifié, Germain et moi, dans les prochaines semaines. Il faudra coordonner tout ça avec nos amis de chez Kenny Youpold, mais on ira faire un spécial live Facebook au volant de la Grosse Brune chez Kenny Youpold, en plein milieu de la cour. Est-ce qu'on doit apporter nos outils? Oui, on peut amener nos outils. Ah, d'accord. Je veux juste pas que, tu sais, je vais m'assurer que la Grosse Brune se sente pas menacée, parce que je veux pas qu'elle ait l'impression qu'elle s'en va s'acheter des préarrangements quand on va aller là. Pas que ça lui donne des idées. C'est ça, exactement. Faut qu'elle arrive là en doyenne, puis bon. Parce qu'avec la construction de ton garage, en plus, il reste quelques briques, hein, oui. Des briques sur lesquelles elle pourrait se reposer. Oui, d'ailleurs, le bricoleur n'a pas juste laissé des briques, il a laissé toutes ses vidanges aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, si vous voyez Paul Simons sur le live ce soir, je sais pas s'il est avec nous, Paul, on sera en contact prochainement pour aller faire un petit tour chez vous au volant de la Grosse Brune. Paul qui s'est payé une Bugatti. Ah oui? Oui. C'est-à-dire? Bon, pas à grande échelle, mais qui s'est payé une Bugatti quand même. Ah, OK, oui. D'accord. Il est allé visiter le commerce familial. Oui, OK, oui. d'accord. Et il est retombé 25 ans plus tôt, j'ai l'impression. Voilà. D'accord. Un petit voyage de nostalgie. En parlant de voyage de nostalgie, on s'en est... Moi qui est le maître de la transition. On s'en est payé tout un en fin de semaine. Bon. Quoi? Pas toi. Ah, non, on reviendra pas sur ça, là. Je commençais à le digérer, là. C'est ça. Mais, bon, on s'en est payé un collectivement. On s'en est payé un collectivement. Alors, on était une gang d'amis qui avons chacun pris le volant de nos voitures, à l'exception de 2-3 personnes qui étaient passagers. Je n'étais pas seul, là, à être passager, là. Non, c'est ça. Mais c'est parce qu'initialement, pour compter la petite histoire, tu devais venir avec nous au volant de ta Jetta VR6. Malheureusement, les pièces sont arrivées plus tard que prévu. Bon, c'est ça. Les amortisseurs, donc rien de bien grave, mais la Jetta n'a pas été du voyage. Et c'est ça. Elle est prête, là, d'ailleurs. Elle est prête, d'ailleurs. Bon. Alors, on est descendu 6 ou 7 voitures, 8 voitures, en fait, du côté de Carlisle, en Pennsylvanie, pour aller assister à cette exposition Import Performance, là, qu'ils appellent. Moins impressionnante qu'il y a 3 ans comme exposition. C'était l'effet de surprise, je pense, qu'on avait eu tous les deux il y a 3 ans, parce que on n'avait aucune attente, on n'avait aucun comparable, on se demandait vraiment qu'est-ce qui nous attendait rendu là-bas. Mais donc là, quand on a vu les quelques centaines de Saab, les quelques centaines de Volvo réunis, l'effet de surprise était un petit peu moins grand, c'est certain. Mais cette année, il n'y avait pas de Mercedes et aucune Volkswagen, ou à peu près, ce qui m'a vraiment étonné. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que des clubs vont se déplacer pour tenir souvent leur réunion annuelle. Ce qui est le cas du club Volvo et du club Saab. Absolument, et qui arrive en très grand nombre avec beaucoup d'effectifs sur place. Mais oui, Volkswagen était très, très peu représenté sur place. Heureusement, il y avait la Corrado de l'ami Steve qui était là, mais il y avait un beau Rabbit pick-up qui était... T'as partagé des photos sur ta page Facebook. Il y avait quelques beaux morceaux. Une Golf de 3e génération familiale, un véhicule importé d'Europe. D'Angleterre, en fait, parce qu'elle était en 1000. Avec le volant à droite. OK. Compteur en 1000, volant à droite, il y a un endroit où ça peut provenir. Mais juste de voir une Golf de 3e génération familiale, c'est déjà en soi exceptionnel. Vraiment. Mais oui, il y a eu de belles surprises. Une Citroën DS qui a subi le traitement El Camino, donc c'était, tu sais, ce sont des curiosités, il faut le voir comme ça. Il y a la nouvelle Nissan Z qui était exposée sur place, entourée des anciennes. D'anciennes générations. Il y a 3 ans, c'était les 100 ans de Citroën. Cette année, on mettait l'emphase sur la Z et ses nombreuses générations. Donc, ce sont des thématiques intéressantes. Il y a Gino qui mentionne la Lada, effectivement, et c'est d'autant plus curieux de voir une Lada aux États-Unis, là où ça n'a pas été vendu. Il y avait des Dacia, Yugo. Yugo, ça a été vendu aux
États-Unis. Mais il y avait une Dacia pick-up, là, une petite camionnette. Et j'ai été fasciné par l'épaisseur des parois de la carrosserie. Ouais. C'est mince, là. Ah, c'est vraiment, très, vraiment. très, très mince. Vraiment. Dacia familiale aussi. Non, il y avait de quoi se Moi, rincer j'aurais, tu sais, quand on était allé il y a 3 ans, il y avait des Rabbit GTI, Oui, il y en avait vrai, 4 ou c'est 5, il y en avait 4 ou 5, il y avait beaucoup de Volkswagen de première génération. Là, je pense que j'ai vu une Sirocco qui était dans un état lamentable. Tu sais, c'est ça qui a manqué. Puis il y a justement, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai toujours la GTI. Oui, je l'ai toujours. Ça n'est une que j'aurais pu conduire là-bas, effectivement. Puis elle est capable de le faire puisqu'elle est partie de Colombie-Britannique pour s'en venir ici. Oui, puis elle a déjà plus de 400 000 kilomètres. T'en rajoutes 2000, c'est pas grave. Là. Non, c'est pas ça qui l'aurait dérangé. Non. On a eu grosse crainte de pluie, hein, parce que à notre départ, quand on regardait Météo Média, ben on nous annonçait quoi? De la pluie mur à mur. Ouais. Et là, toi et moi, on avait intégré des gens au groupe cette année, donc il y avait une certaine forme de pression. Est-ce qu'on peut pas déplacer tous ces gens-là pour finalement aller s'asseoir dans du gazon mouillé et ne voir aucun autre véhicule? Mais finalement, on a été extrêmement chanceux et il y a eu de très belles voitures sur place. Il y en avait des magnifiques, pour vrai. Mais il y avait beaucoup, moi ça me parle moins, et ça c'est une question de goût, mais moi des Hyundai Veloster modifiés, non. Non. Puis des Focus ST avec 4000 pièces de néon, ça me parle moins, c'est pas... En fait, cette année, ça m'a donné le goût de participer à un autre événement de Carlisle l'année prochaine, parce que sur ce même terrain a lieu pratiquement à chaque 2 semaines une exposition, un rassemblement thématique. Donc, un des amis sur place, Benoît, avait déjà été à l'exposition Chrysler, où là, le terrain est rempli de Dodge, Plymouth, AMC et compagnie. Ça donne le goût, là. Ben, en fait, on pourrait même y aller avec la grosse brune et faire un live là-bas en direct. Tout est possible. Hein? Tout est possible. Avec une bonne connexion Internet, tout est possible. Oui, exactement. Mais bref, c'est un endroit. Puis bon, il y a le rassemblement Mopar, il y a le All Trucks, donc les camionnettes. T'as All GM, t'as All Ford, t'as un Meet Mustang, t'as un Meet Corvette. À toutes les 2 semaines, il y a quelque chose. C'est ça. Il y a vraiment, fait que allez voir le site de Carlisle Events pour voir ce qui se passe. C'est vraiment un site intéressant. Bon, on a été quand même surpris de voir que si on voulait prendre une petite bière, fallait trouver le magasin qui en vend dans toute la ville parce que là-bas, t'achètes pas ça au dépanneur. Non, la culture est différente un petit peu. Tu peux acheter des couteaux puis des fusils un peu partout, mais non, c'est ça. Pour la bière, on va attendre, c'est ça. Oui, mais la Pennsylvanie est quand même assez conservateur là dans son approche là. Oui, c'est ça, c'est bon. Mais c'est vraiment un beau site. Ils font ça sur un terrain qui appartient à l'armée américaine. Ça, je ne savais pas, mais c'est gigantesque là. Ouais. Et là, on me disait où on était, il y avait quoi, quelques 500-600 véhicules sur place. Mais il peut y en avoir beaucoup plus. Là. Ben en fait, on disait que lorsque c'est le Meet Corvette, il y a plus de 4000 Corvettes. Mais en fait, pour donner une idée aux gens, c'est comme si à Granby avait lieu une exposition chaque 2 semaines, là, plus ou moins. Là. Ouais. T'sais? Mais dans un terrain beaucoup moins saccadé, c'est ça, c'est plus étendu, c'est vallonneux un peu. Alors avec des allées en asphalte pour faciliter la circulation. Des restaurants sur place, c'est bien. Vraiment, c'est vraiment. Il y a un marché aux puces aussi. Oui, il y a un marché aux puces où tu peux acheter toutes sortes de choses. Oui, c'est ça. On a un ami qui a acheté des pièces de Miata, mais on aurait pu aussi s'acheter du Bounce. Oui. On a vu ça, ou des couteaux, ou même une casquette de Donald Trump. Ça dépend toujours de ce que tu veux dans la vie. Oui, parce que c'est l'Amérique profonde. Là. Puis bon, ben on salue aussi notre ami Jeffrey qui a reçu une mention d'honneur pour sa petite Honda Beat. Alors on le félicite. Je pense que c'était une belle curiosité qui amène sa Honda Beat 1991 là-bas. Et étrangement, il y en avait 2. Il n'était pas seul à avoir ce Non seulement il y en avait 2, mais il y avait aussi une Honda S660 importée du
du Japon, une Oui. 2015, qui est l'évolution logique de ce modèle-là. Allez voir les images que j'ai partagées sur ma page Facebook. Vous allez voir quelque chose d'assez intéressant là. De voir les trois voitures réunies, c'était assez particulier. Ouais. Il nous a prêté les clés de la voiture aussi. D'ailleurs, ça ressemble à rien comme conduite. Là, c'est très particulier. Moi, c'était la première fois que je conduisais un véhicule avec le volant à droite. OK. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Puis oui, j'ai activé les essuie-glaces, même s'il ne pleuvait pas. Oui, c'est ça, parce que Ben les oui. clignotables, les essuie-glaces sont Ouais. inversés, c'est ça. Ouais, ça demande beaucoup de concentration. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, moi, de mon côté, cette semaine, un tournage qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est pour l'émission du Guide de l'auto qui sera diffusée dans quelques semaines. On l'a fait avec le Toyota BZ4X. Oui, je le sais, un nom à coucher dehors. Mais c'est un véhicule très attendu. Est-ce qu'on peut se parler du cladding avant toute chose? Oui, Ça n'a pas de sens. c'est très laid. Ça remonte très, très haut, là. C'est laid. C'est horrible. C'est en fait le design de ce véhicule-là. Non, mais c'est une chose, là, le design, là. On est habitué, là, avec les autres véhicules électriques, c'est spécial. Mais là, le cladding, complètement inutile, qui remonte beaucoup trop haut, C'est pas beau. c'est pas beau. OK, poursuivons. Ça, c'est pas mal réglé, là. OK. Puis en plus, ce véhicule-là, qui devrait être impressionnant sur le plan de l'aérodynamisme, pas tant que ça, on est à 0.29. Donc, il est laid, mais c'est même pas pour une raison efficace. C'est pas si efficace que ça. C'est un peu décevant, en fait. Bon, la version qu'on m'a prêtée, c'est si vous êtes allé au salon d'auto du véhicule électrique, au salon du véhicule électrique de Montréal ou de Québec au cours des dernières semaines, ben, celui qui était sur place, c'est celui qui est dans ma cour présentement. Un véhicule de pré-production, un prototype, on a mis des collants partout. Puis il y a une chance qu'on me l'a dit parce que, bon, il est abîmé le véhicule, mais c'est parce que il y a 50 000 personnes qui y ont touché dans un salon d'auto. Il y a des égratignures un peu partout. Bon. Mais c'est une version à traction, roue motrice avant. Il existe des roues motrices avant, des versions à traction intégrale. C'est pas compliqué, là. C'est 45 000 une version de base, 50 000 le modèle LE que j'ai mis à l'essai avec un peu plus d'accessoires dedans, mais on n'est pas encore dans un véhicule de luxe. Tu rajoutes 5 000 de plus à 55 000 et tu es dans la version XLE 4 roues motrices. Et tu rajoutes 7500 de plus, et là, tu tombes avec le XLE technologie à 62 000 et des poussières. C'est carrément la même échelle de prix qu'une Ioniq 5, là. C'est pas compliqué. C'est directement concurrentiel aussi, là, comme véhicule. Oui, mais tu sais, ce qu'on reproche à l'Ioniq 5, c'est que si tu veux un 4 roues motrices, ça part quand même assez... ça part à 55 000. C'est la même chose pour le BZ4X. Mais là, la version à un seul moteur, ouais. C'est une version de traction. Ouais. Qu'est-ce qu'on en dit? Parce que beaucoup de nouveaux véhicules électriques à un seul moteur vont avoir les roues motrices arrière propulsées, puis tout le monde n'est pas chaud à l'idée. Regarde, moi, premièrement, c'est pas compliqué. J'ai branché le véhicule ici. Dans le garage, je suis parti ce matin aux aurores pour aller faire notre tournage. J'avais 434 km d'affichés. Alors, on en annonce 409. OK? Et je suis persuadé que le véhicule est capable de le faire à ce que j'ai pu constater parce qu'on a une batterie de 71,4 kWh et le véhicule roulait à 15 kWh. C'est faible. Alors, c'est très efficace. Par contre, du moment que tu actives le chauffage ou la climatisation et il fait 15 dehors, là, tu baisses de 20 22 Donc, l'autonomie est passée de 434 à 338 km. J'ai pris les photos ce matin. J'ai jamais vu ça sur un véhicule électrique. C'est un peu intense, là. Puis il fait pas moins 20. Non, c'est ça. T'as pas le chauffage au maximum. Non. T'as pas le dégivrage. T'as rien, là. Rien. Puis moi, j'ai posé la question aux gens de Toyota hier, puis ils m'ont dit oui, mais l'affichage est un peu conservateur par rapport à la réalité. Et moi, j'ai fait le test aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pris la route, j'ai vu que le véhicule consommait peu dans le contexte dans lequel je me trouvais, sans chauffage ni climatisation. T'actives le chauffage et là, la consommation qui est de 14-15 passe à 21-22. Comme ça. D'un coup, hein. D'un coup. Alors,
Ça gruge beaucoup. On dit qu'il y a une pompe à chaleur sur ce véhicule-là, puis un système de thermorégulation, OK, mais visiblement, il y a quelque chose qui marche pas parce que tu perds minimum 20% d'autonomie dès que Puis tu sais, quand est-ce que tu mets ni chauffage ni climatisation dans ton véhicule? Des journées comme aujourd'hui, puis c'est à peu près tout, là. Puis encore. C'est ça. Tu sais, t'as toujours quelque chose d'activé. Donc là, tu passes à une autonomie qui chute drastiquement. Puis cet hiver, quand tu vas perdre 35-40% de plus... Ça, c'est si tu es capable de le charger. Fait que ton 335-340 que j'avais d'affiché ce matin en partant dans des conditions optimales deviendrait quoi? 225? 250 dans le meilleur des mondes? Ça, c'est pour la traction, là. Parce que le modèle à rouage intégral, qui a une batterie à peu près de la même taille, est à 72,8 kWh. L'autonomie annoncée est à 367, donc 40 km de moins. Puis la version à deux moteurs, elle, va consommer plus d'énergie, forcément. Consomme plus d'énergie. Puis là, c'est une batterie qui vient d'un autre fournisseur, laquelle est davantage affectée par les températures. On a vu ce qui a été annoncé cette semaine, d'ailleurs. Pour le rappel, bon, il y avait beaucoup de fausseté dans ce qui a été annoncé, là, parce que pour vous mettre au parfum, on disait qu'une BZ4X à 4 roues motrices ne pouvait pas être rechargée s'il faisait moins 20 degrés à l'extérieur. C'est pas vrai. En fait, moi, j'ai posé la question aux gens de Toyota, puis je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. À partir du moment où il fait 0 degré ou moins, il y a une dégradation, puis le temps de recharge va être plus long. Ça, c'est vrai pour tous les véhicules électriques. C'est normal, c'est correct. OK? À moins 20 degrés, c'est pas la température extérieure, c'est la température de la batterie. Si la température de la batterie est à moins 20 degrés ou en deçà de moins 20 degrés, il se pourrait qu'on ne puisse pas se recharger sur une borne de niveau 3 seulement. Mais disons que tu fais un Montréal-Québec. Tu pars d'ici, tu roules, veux pas, ta batterie se réchauffe. Donc, au moment où tu vas arrêter, la batterie sera pas à moins 20. La batterie sera pas à moins 20, même s'il fait moins 25. Ouais. C'est juste s'il a fait moins 30 dehors, que tu as stationné ta voiture dehors toute la nuit, et que le matin, tu as besoin de la recharger sur une borne de niveau 3, et là, ta batterie est à moins 20. Là, ça se peut que ça marche pas, puis que tu sois obligé d'aller sur un niveau 2. Ce qui est évidemment pas idéal, mais c'est des cas d'exception. Puis je te dirais que il y a probablement d'autres véhicules dans l'industrie où c'est comme ça aussi. C'est juste que là, on était transparent puis on l'a dit. Très transparent. Tu sais. Alors, est-ce que c'est un Je pense qu'on a fait peur à bien des gens. Là. Ben oui. Puis c'est pas le cas avec la version attraction parce qu'elle n'a pas la même batterie. C'est drôle, on a deux fournisseurs complètement différents. Donc moi, là, en partant, tu me dis que tu as une version attraction qui est 45 ou 50 000 plus taxes moins 12 000. Ou une version à rouage intégral qui a moins d'autonomie, qui a une puissance supérieure de 13 chevaux. Donc, c'est négligeable. OK. Qui veut pas une batterie moins efficace parce que la recharge est moins facile durant l'hiver, qui coûte beaucoup plus cher parce que tu as plus d'équipement dedans. Ben, pour moi, là, la BZ4X à 214 chevaux, vendue au même prix qu'une Ioniq 5 qui en fait 320 puis qui a une meilleure autonomie, on n'est pas là du tout. Par contre, on est là pour le modèle d'entrée de gamme. Qui, lui, n'est pas intéressant chez Hyundai. Puis mais le problème, c'est que chez Hyundai, on n'est pas intéressé non plus à vendre des Ioniq 5. Ben, c'est-à-dire, le modèle propulsé chez Hyundai à longue autonomie, 225 chevaux, je le trouve intéressant. Oui, mais on t'en vendra pas. Ah, celui-là, oui. C'est le modèle de base. À 168 chevaux, là, à 45 000, ça, tu l'achètes pas, il n'y a même pas de pompe à chaleur. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais moi, je trouve que Toyota a un produit un peu intéressant, mais uniquement dans les versions d'entrée de gamme à traction à 45 ou 50 000. Et on aura quoi comme diffusion pour ça? Ben, en fait, chez Toyota, on nous dit que 60% des ventes devraient être du 4 roues motrices. Mais tu sais, ça, c'est l'autre affaire, parce que tu t'assois là-dedans, la position de conduite est particulière, t'as une instrumentation qui est par-dessus le volant. Normalement, tu vois ton instrumentation entre les branches, à l'intérieur du cercle du volant. Oui. Là, c'est par-dessus le volant. C'est très haut. En fait, c'est par-dessus, mais je te dirais que le cerceau du volant
empiète sur ce que tu vois un peu. Puis la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est que la BZ4X au Japon, c'est un volant comme une Tesla modèle S Plaid, coupé en haut. OK. Donc, pas de partie supérieure. C'est ça. Puis c'est clair qu'un Japonais n'a pas essayé ça, là. À 5 pieds 2, je le sais, là, que c'est pas politically correct de dire ça, mais c'est un peu un gag qu'on se faisait, c'est-à-dire que, tu sais, tu peux pas... Mais c'est un fantasme d'ingénieur. C'est ça. Fait que ça, cette ergonomie-là ne fonctionne pas. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ce produit-là va bien. Étonnamment, la conduite, ça va, hein. C'est suspension indépendante aux 4 roues. La maniabilité, la puissance, c'est très correct. L'espace à bord, ça ressemble à quoi? Très, très bien. Oui. Très, très Dégagé, bien. C'est dégagé. Il y a pas, tu sais, là-dessus, c'est correct. La présentation intérieure, c'est ordinaire. C'est du Toyota. C'est beaucoup plus une Toyota qu'une Subaru en passant. Puis on a quoi comme écran? Parce que là, on a vu des véhicules comme le Tundra qui a un super bel écran bien défini. Ben, t'as un 12.3 pouces pour l'ensemble des versions, sauf le modèle de base où t'as un 8 pouces. OK. C'est tout. Non, mais est-ce qu'on a le système d'une Corolla ou d'un Venza ou du nouveau Tundra? Non, c'est plus moderne. Okay. C'est plus moderne que ça. Non, avec la vieille infographie, là, non, c'est plus moderne que ça. Là, moi, ce qui m'intéresse, par contre, de voir, c'est parce que Subaru n'a pas dévoilé les prix du Solterra encore, et on n'aura que des versions à 4 roues motrices. Fait que moi, j'ai téléphoné aux gens de Subaru, à savoir, bon, ben là, il y a des nouveaux crédits gouvernementaux qui ont été annoncés. Comment vous allez composer avec ça? Parce que si vous vendez au-delà des 45 000 vous n'aurez pas les mêmes crédits. On va se retrouver désavantagés. Puis on va se retrouver désavantagés. Mais là, eux ont l'avantage de ne pas encore avoir dévoilé les prix. Et je pense qu'ils sont dans le bureau en train de faire de l'overtime pour retravailler les packages et de leur offre. On sait est-ce qu'on aurait une version à 4 roues motrices, mais avec très peu d'équipement? Ben moi, j'ai l'impression qu'on va jouer cette carte-là. Ce que Toyota veut pas faire. Ouais. J'ai l'impression qu'on va jouer cette carte-là parce mais que... en même temps, à quel point on a du contrôle chez Subaru, sachant que Toyota tire le couvert de son bord. C'est un véhicule fabriqué conjointement, mais qui est beaucoup plus un Toyota. D'ailleurs, sais-tu où c'est fabriqué? À l'usine japonaise où jadis on fabriquait la Lexus LFA. Ah mon Dieu, OK. Tu sais, les ingénieurs ont tripé pendant un bout, là, ils payent. Ouais, non, mais c'est différent. Tu sais, en fait, on fabrique aujourd'hui la Mirai et ce produit-là. Ah oui. Fait que c'est dans une usine japonaise. Alors c'est drôle, on nous a pas parlé de l'inspiration de la LFA. Non, il n'y avait pas de ça. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir le parallèle, la comparaison. Parce qu'aux États-Unis, tu peux avoir une version à traction tout équipée que tu peux pas avoir chez nous. Moi, je pense que ça serait intéressant. En fait, la BZ4X, qui a un nom à coucher dehors et qui ne devrait pas avoir un 4 dans son nom parce qu'ils sont pas toutes 4 roues motrices, moi, je la trouve beaucoup plus intéressante en traction qu'en rouage intégral. Ouais. Puis Subaru a pas de version à traction. Donc, ça va être quoi l'argument de Subaru? Sachant que c'est pas la version la plus intéressante. Mais tu sais, chez Toyota, un rouage intégral, ça part à 55 000. Si Subaru joue cette carte-là, c'est sûr qu'on est désavantagé, là. Si on propose un équipement équivalent et qu'il n'y a pas de modèle moins cher, on est désavantagé. Puis là, je t'avoue, là, ces temps-ci, probablement que t'es comme moi, je suis tout mêlé avec les crédits gouvernementaux, là. Le fédéral, le provincial, ce que tu peux faire, 5-7 passagers, on a joué sur tous les paramètres. Ouais. Oui, c'est très mêlant. C'est très, très mêlant. Fait que c'est plus difficile qu'avant de dire oui, ça passe ou oui, ça passe ou non, ça passe pas. Parfois, il n'y a même pas de logique sur le crédit qu'on applique. Fait que moi, ce que je fais, c'est systématiquement, je vais voir en ligne si le véhicule est éligible ou non et quel est le crédit qu'on lui donne, parce que des fois, il y a des... on est en pleine rédaction du livre en ce moment. Ouais. C'est difficile de se prononcer, sachant que dans 3 mois, tout ça peut changer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est assez délicat. Mais tu sais, je pense pas qu'on va changer d'ici un an, là, mais c'est ça. Oui, ça se peut, là. Ça change en additionnant. Ah, on va voir. Il y a un peu ce qu'on appelle des élections à l'automne. Il y a ça aussi. Mais en tout cas. Ouais. Oh ouais. Mais tout ça pour dire que ce produit-là, c'est pas le véhicule de l'année. C'est un véhicule de conformité, ce qu'on dit un compliance car, c'est évident. Toyota a pas mis tous les efforts qu'ils sont capables de mettre pour développer un véhicule là-dedans. Il est correct,
Ça va bien, le comportement est surprenant par rapport à ce à quoi on se... En tout cas, il va mieux qu'il est beau. Bon. On peut dire ça de même, mais la version attraction, c'est la version à favoriser selon moi, et c'est plate qu'il n'y ait pas de version attraction plus équipée que ça. Mais ça, c'est le genre d'ajustement qui peut se qu'on faire. peut faire en cours de route. T'sais. Mais tu sais, une version de base... Surtout, puis j'insiste sur ça, les autres véhicules électriques de ce format-là, s'ils sont deux roues motrices, sont propulsés. Fait que pour moi, on a une valeur ajoutée de ce côté-là parce Ouais. que Mais c'est tu sais, pas j'ai tout le monde conduit... qui va avoir un véhicule propulsé. J'ai conduit l'Imperium, là. Oui, oui, oui. SEV, là, Oui. qui se compare directement, qui est une traction aussi. Oui. Je vais prendre le Toyota avant, là. Oui. À prix égal, là, Oui. tu sais, Oui. parce que l'Imperium, tout équipé, coûte le prix du véhicule que je conduisais aujourd'hui. Il y a plus de gadgets dans l'Imperium, mais la conduite, l'efficacité, bon, la qualité générale. Le réseau de concessionnaires, Bon, le service que tu vas avoir. Moi, c'est surtout cette carte-là. Là, que... c'est ça. Alors, tu sais, c'est ça. Mais malheureusement, comme tout ce qui se passe en ce moment, la liste d'attente ne fait que s'allonger. Les allocations, ça va être à peu près équivalent au RAV4 Prime. Bon. Parce qu'on n'a pas d'intention d'assembler ce véhicule-là quelque part en Amérique du Nord. Là. Ça va rester au Japon. Là. En fait, on a-tu vraiment l'intention d'en faire un véhicule de masse, un véhicule à succès? On va le vendre quand Colombie-Britannique est au Québec. Hein, il est pas, tu veux acheter ça en Ontario, oublie ça, il n'y en a pas. Alors, tu sais, c'est... On a repris la route en dehors du Québec quelques fois là, depuis le début de l'année 2022 et ça fait du bien de se remettre dans la réalité aussi et de voir qu'ailleurs, là, il n'y en a pas de véhicules électriques. Là. Hey, écoute, on était en Pennsylvanie en fin de semaine. On est arrêté Je pense que j'ai vu plus de Ford Tempo que de véhicules électriques. Non, mais on est arrêté dans une méga halte routière où il y avait je sais pas combien de pompes à essence, puis des restaurants, puis un gros dépanneur. Puis une petite borne dans un coin mal placé. Derrière le conteneur à déchets, pas annoncé. Hey, on est très, très, très avancé au Québec. On est extrêmement chanceux d'avoir le circuit électrique parce que on voit nos collègues ontariens se plaindre à chaque fois qu'ils essaient un véhicule électrique du piètre état des infrastructures de recharge. On est vraiment une exception là ici au Québec. Et à chaque fois qu'on ressort, puis on n'a pas besoin d'aller très loin, là. L'Ontario, le nord des États-Unis, puis ça n'a rien à voir. On va croiser quelques Tesla, des gens qui vont se payer un bien de luxe technologique. Ouais, et qu'ils ont des bornes à la maison, puis qu'ils utilisent le réseau Tesla, mais en dehors de ça... Puis ils ont 2, 3, 4 autos à la maison, puis ça fait partie de la flotte familiale. Ouais, puis mais des Chevrolet Bolt, là, combien t'en as vu? Combien t'en vois quand on va aux États-Unis? Non. Jamais. Des Kona électriques? Jamais de la vie. Non. Fait qu'on est vraiment une bulle... Puis je comprends, indépendante et puis je comprends un peu mieux pourquoi la voiture électrique que tu vois aux États-Unis, c'est une Tesla. Parce que Tesla a un réseau là-bas et ça, c'est une valeur ajoutée. Ici aussi, ils ont un réseau, mais il y a aussi le circuit électrique. Donc, tu peux t'acheter autre chose. Ailleurs, ils n'ont pas de réseau. Fait que tu peux pas t'acheter autre chose. Tu comprends-tu? C'est un gros... À moins que tu te recharges que chez toi, là. Oui, mais puis ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, ça peut être bien d'aller plus loin. Oui, c'est ça. OK, tu sais, bon, ensuite. L'autre véhicule que j'ai conduit. Tu as conduit quoi? Une vieille Géométro, c'est ça? Parce que tu me parlais d'un véhicule à 3 cylindres. J'ai conduit le Nissan Rogue à moteur 3 cylindres turbo qu'on vient de lancer sur le marché. Un 3 cylindres VC turbo à taux de compression variable de 8 pour 1 à 14 pour 1. OK, c'est le même principe que le moteur qu'on va retrouver dans le QX50 ou l'Altima VC turbo américaine aux États-Unis. On a retranché un cylindre. On a retranché un cylindre. Donc là-bas, dans le QX50, on a un 4 cylindres 2 litres turbo VC turbo. Ici, on a un 3 cylindres 1,5 litres. On a retranché un cylindre. Pourquoi on a fait ça? Probablement parce qu'on a besoin d'avoir des petites cylindrées pour des marchés européens où il y a des bonus-malus, etc. Mais c'est correct pour ces marchés-là, mais pourquoi nous, on peut pas continuer d'avoir un vrai moteur? OK. Alors, ce moteur-là, sur papier, propose 20 chevaux supplémentaires, 40 livres
de couple supplémentaire par rapport au moteur 2.5, qui est là depuis longtemps, qui est fiable, qui fait la job, qui consomme pas. Donc 181 chevaux, 181 livres de couple pour le 2.5, 201 chevaux, 221 livres de couple pour le 3 cylindres turbo, qu'on jumelle à la nouvelle CVT, qui, au passage, va pas mal mieux qu'avant. Ah, okay. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une boîte qui a un rendement plus intéressant. Mais le moteur, premièrement, 201 chevaux, j'ai aucune idée sont où. Je te le dis, là, tu donnes un coup d'accélérateur, t'attends, t'as le temps de te faire des toasts, à un moment donné, ça répond. Puis là, t'entends ce grognement-là qui me rappelle le dernier EcoSport 3 cylindres. Non. Une affaire, tu sais, ça n'a aucun bon sens. Là, t'entends ça se plaindre. Crise d'asthme. Ça doit être très rugueux. Épouvantable. Le véhicule est solide et bien insonorisé. J'enlève rien aux qualités générales du Nissan Rogue, qui est un produit que j'aime bien. Mais c'est une mécanique inappropriée. Ça n'a aucun bon sens. Et bon, premièrement, la puissance, on ne sait pas où, parce que moi, je ne trouve pas que ça a plus de gosses que le moteur 2.5, là, pas du tout. Et deuxièmement, écoute bien ça, notre équipe est allée cette semaine à Mosport assister au volant de ce véhicule-là, à des préparatifs pour la Sentra Cup qu'on fait en ce moment. J'ai demandé à un de mes collègues qui l'a conduit, j'ai dit, OK, tu vas remettre l'odomètre à zéro, tu vas calculer ta consommation d'essence adéquatement et tu vas faire que de l'autoroute à 110 km/h. OK? Oui. Moyenne de consommation. Donc, la moyenne de consommation. À ce temps-ci de l'année, là. Dans cette semaine. Idéale, cette semaine. Optimale, OK? Tout ce que tu veux. Alors, moyenne de consommation combinée annoncée, c'est 7,7 au 100. Ouais. Donc, j'ai pas les chiffres en tête, mais disons 6,8 sur autoroute et 8,5 en ville, là. OK? Pour une moyenne combinée à 7,7. Mais c'est 7,7. Et avec le 2,5, puis là, je parle pour un rouage intégral. Avec le 2,5, c'était 0,5 litres au 100 de plus, donc 8,2. Et ça le fait. Bon. Je le sais, j'ai des gens dans ma famille qui en possèdent un. C'est ce que ça consomme. J'en ai conduit aussi, je l'avais essayé. C'est exactement ce que ça consomme et c'est déjà efficace. Oui. Sur autoroute seulement, le 3 cylindres à 110 km/h a consommé 8,8 litres au 100. Donc, il n'y a aucun gain. Consomme plus que l'ancien 2.5, malgré que sur papier, c'est pas le cas. Et travaille plus fort et moins agréable. Est-ce qu'il demande du super ou... On l'a roulé à l'ordinaire. Okay. Mais non, il ne requiert pas de super. Okay, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles en passant. Alors, il ne requiert pas de super, mais tu sais, c'est le même constat que j'ai fait avec le moteur du QX50. On nous disait que ça allait être le moteur le plus économique de la catégorie. C'est pas vrai. Si personne nous avait dit que la compression allait être variable, personne ne s'en serait rendu compte. Tu sais, cette technologie-là chez Nissan, elle est malheureusement ratée. C'est plate. Puis, à la rigueur, explique-moi pourquoi vous avez juste pas mis le 4 cylindres turbo dedans au lieu d'un 3 cylindres. Oui, de garder ça pour des versions plus haut de gamme. Tu sais, tu mets le 2.5 dans tes modèles SSV, puis quand tu arrives dans un Platinum, tu mets le 4 cylindres 2 litres du QX50 puis de l'Altima, qui fait 260 quelques chevaux, que tu pourrais utiliser en comparaison avec le moteur de 250 chevaux de l'Escape, par exemple, avec le moteur de 250 chevaux du Mazda CX-5, etc., etc. C'est tout à fait justifiable. Là, non. Tu remplaces un bon 2.5 Atmo qui fait le travail, qui consomme pas, par un 3 cylindres qui, sur papier, est un peu plus économique et qui, technologiquement, semble intéressant, mais c'est sûr que ça sera pas fiable comme le 2.5. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes de vibration, de support de moteur, de turbo éventuellement. C'est un moteur qui consomme plus, c'est un moteur qui est moins agréable, et moi, j'aimerais bien mettre ça sur un dynamomètre parce que 201 chevaux, j'y crois pas une seconde. Il y a rien qui se passe quand tu pèses là-dessus. Fait que c'est... La seule bonne nouvelle, là, c'est qu'en 2022, tu peux encore acheter un Rogue S ou S à rouage intégral avec un 2.5. Et c'est la seule version que je vais recommander. Ce 3 cylindres-là, c'est un cauchemar. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que le 2.5 finira par disparaître? Ben, c'est sûr. Le 3 cylindres va
Moi, j'ai l'impression que c'est du restant de stock, puis qu'après ça, on le fait disparaître. Et c'est drôle, hein, mais on le garde pour l'Outlander. Visiblement, l'Outlander a encore le 2.5. Puis l'Outlander va avoir une technologie hybride rechargeable. Il n'y en a pas qui s'en vient dans le Rogue, à ce que je sache. C'est particulier, là. Mais pour moi, là, on vient... Tu sais, on avait un bon produit, finalement, là. Oui, là, de meilleure qualité avec la nouvelle génération du Rogue. Ouais, ben là, on vient de le tuer. On vient de le tuer. C'est dommage. C'est vraiment dommage, puis écoute, je peux pas recommander ce mécanique-là, pas du tout. Mais nomme-moi un 3 cylindres qui est efficace. Aucun. Il n'y en a pas. Dans Mini Cooper? Jamais autant qu'un équivalent à 4 cylindres. Jamais. C'est ça. On est toujours désavantagés. C'est ça. Alors, tu sais, même la Géométro à l'époque. Oui, oui. OK? T'achetais un 3 cylindres dans une Géométro, t'avais 55 chevaux, puis t'achetais le 4 cylindres, t'avais 70 chevaux. Tu payais un peu plus cher, mais sur papier, t'avais un moteur qui consommait, écoute, là, on parle de petits moteurs, là, mais la Swift ou la Géométro, la Firefly à moteur 4 cylindres consommait techniquement un peu plus. Dans la vraie vie, c'était pas vrai du tout. Le 3 cylindres consommait autant, sinon plus. Tout le temps. Hey, écoute, ça faisait des crises d'asthme en accélération. Puis quand tu prenais le moteur, la transmission 3 vitesses automatique, c'était épouvantable, là. Il n'y a rien qui se passait là. Le 4 cylindres de 70 chevaux, 1.3 litres, ça, c'était efficace. Ça faisait du bon boulot. Un 3 cylindres, c'est jamais une bonne idée. Ben, la Mirage, c'est une bonne idée. Ben, d'ailleurs, ma conclusion a été ça. Tu sais, j'ai dit aux gens de Nissan, dans ma conclusion, est-ce que c'est parce que vous vous êtes associé à Mitsubishi qui possède un 3 cylindres dans une Mirage que ça vous a inspiré cette bonne idée d'aller planter un 3 cylindres dans un Rogue? T'es un peu baveux. Pas dans un Kicks, là, dans un Rogue. Oui. C'est quoi, ils vont mettre ça dans un Pathfinder après? Oui. Tu sais? Prochaine étape. Bon, alors, bref. T-Bird, ça revient, ça? C'est encore des rumeurs, c'est certain, mais chez Ford, on a réservé le nom Thunderbird. On sait depuis quelques années, on mise beaucoup sur les noms à saveur nostalgique. Hein. On a ramené le Maverick, on a ramené le Lightning qu'on avait eu un peu plus tôt. On a ramené le Bronco pour en faire une gamme complète. Alors, est-ce qu'on fera la même chose avec la Thunderbird? Excellente question. Pinto? Je sais pas, là. Déjà, Maverick, je trouvais qu'on étirait un peu, là, de ramener le nom d'une voiture compacte, très bon marché. Tempo, Mais ça fait Escort, 50 ans, je le sais, c'est là, ça. tu sais. Mais j'espère juste qu'on n'arrivera pas avec un VUS électrique qu'on va appeler Thunderbird, là. Les chances sont pas mal là. Les chances sont pas mal là, j'en conviens, là, mais ce serait bien qu'on ne prenne pas cette direction-là. On a déjà fait revivre la Thunderbird au début des années 2000. Je pense Il y a Stéphane qui dit il pourrait ramener la Festiva. C'est une bonne idée, ça? Oui, comme VUS pleine grandeur électrique. Ouais, là, c'est ça. C'est un nom qui lui collerait très Ouais, bien. c'est ça. Non, je suis pas certain. Un tempo, j'aimerais ça. Ouais, ça, j'ai l'impression que ça fait pas assez longtemps. Mais vrai que les gens avaient eu le temps d'oublier la référence à la voiture compacte, je pense. Oui. Bon, là, il y a quelqu'un qui me dit j'ai eu un 3 cylindres dans un F-150, 3 bougies de sauter. Ouais, OK. OK. Ça compte pas. Fait que, puis François qui se souvient de la tune Festival avec la publicité de Martin Drainville. Mais disponible sur YouTube. Oui, exactement. Granada, bon là, ils vont toutes les sortir. Hein, c'est sûr. Mais tu nous en rechanterais-tu un petit bout? Non. OK. Non. Par contre, ce qui est drôle, c'est que il y a 20 ans, on nous l'a ramené, le nom Thunderbird. Oui. Et ça n'a pas été un succès commercial, là. Non, ça a plutôt été un échec. C'est ça. En fait, cette plateforme-là... C'est une belle voiture. Tu sais, le clin d'œil rétro était réussi, là. C'est pas ça. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu es assez vieux pour en avoir conduit ou c'était... Je n'ai jamais conduit cette Thunderbird-là, mais j'ai lu énormément dessus. Ouais. Et c'était... Parce que c'était la même plateforme que le Lincoln LS. Lincoln LS, Jaguar S-Type. Mais c'est tout. Je veux dire, ça a servi que pour ces véhicules. Oui, mais ça n'a pas marché. C'est vraiment. Puis c'est 3 véhicules qui n'ont pas marché d'ailleurs. Mais tu sais,
je peux pas croire qu'on a dépensé tant d'argent pour une plateforme pour pas faire grand-chose avec puis l'éliminer. Tu sais, Ford pourrait plus jamais se permettre une affaire comme ça aujourd'hui. Mais ça a été un flop, cette Thunderbird-là, là, vraiment. 2002 à 2005, je pense qu'on a vendu ça. Puis la dernière année, c'était quelques centaines d'unités. Là. Mais les gens l'ont oublié, là. Ah oui, un Aerostar. Ça, faut qu'ils ramènent ça. Oui. Ça serait une bonne idée. Quelle forme... Parce que c'est ça, là, maintenant, on appose un nom à un véhicule qui sans aucune référence à l'ancien, là. Un coupé sport convertible. Là. Ben voilà, là. Ouais, c'est ça. Un coupé sport ou un convertible, je veux dire. Ça pourrait être un aérosport. Oui. Ben, c'était ça. On vendait ça comme ça, avec les petits marchepieds de couleur, là. Oui. Hein? Puis des lignes roses, là, sur le côté, puis tout ça. C'était vraiment bien. Vive les années 90. Ouais. La Windstar pourrait devenir une rivale du futur ID Buzz de Volkswagen. Je suis pas sûr, hein? Non, hein? Bon, sûr. mais c'est ça. Alors, à suivre, mais il y a peut-être des possibilités que le nom Thunderbird revienne. Bon, Mario, cette semaine, nous est arrivé avec un commentaire que j'ai trouvé savoureux. Mario Dumont. Mario Dumont. Et on va le recevoir à l'émission samedi, l'émission de radio sur Cube qu'on vous invite à écouter, du Guide de l'auto. On va le recevoir justement parce que il y a un brillant dirigeant du Parti québécois qui a eu cette idée farfelue qu'il pouvait contrôler le prix de l'essence. Oui. Hein? On a annoncé que Paul Saint-Pierre Plamondon avait l'intention de bloquer ou de freiner le prix de l'essence à un maximum d'1,60 $. Et j'ai trouvé ça particulier parce que c'est un homme très intelligent, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec d'importantes notions d'économie, mais là, visiblement, il semble avoir échappé. Là, le gouvernement du Québec ne décide pas du prix du pétrole à l'échelle mondiale. Là. C'est pas tout à fait comme ça. C'est comme si moi, demain matin, je décidais que le Nasdaq allait baisser de... Oui, ou qu'il allait avoir un plafond au Québec. C'est ça. Je veux dire, je suis qui, moi, pour... T'as pas juridiction. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Peut-être qu'à l'époque où Petro-Canada était une société d'État, là, je sais pas si c'est le terme exact, bon, peut-être qu'on aurait eu plus de latitude à ce moment-là, mais avec des entreprises privées mondialisées, pas de chance. Non. Mais en même temps, quand tu es dans l'opposition avec une poignée de députés élus et que tu vas perdre une poignée de députés élus aux prochaines élections, tu peux peut-être te permettre de dire pas n'importe quoi, mais pas loin. Là. Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, samedi, lorsqu'on va faire l'entrevue avec Mario, c'est sûr que je vais lui poser la question, quelle a été la stratégie du gouvernement albertain pour limiter, évidemment, la hausse du coût du carburant, parce que eux s'y sont pris carrément en retirant les taxes. Ouais. C'est visiblement pas ce qu'il avait l'air de vouloir dire, là, lui, là. Non. Et même de retirer les taxes, je trouve ça un peu facile et même questionnable, parce que c'est comme si on ouvrait grand la porte aux pétrolières en leur disant, la différence, parce que le prix n'arrêtera pas de monter. Là. Non, sauf qu'en même temps, c'est comme si on leur laissait une plus grande place pour les profits. Mais oui, je comprends que ça soulage dans l'immédiat le consommateur. Oui, ça oui. Non, mais faut comprendre que le gouvernement albertain, quand je veux dire, qu'on freine le prix de l'essence, c'est ce qui fait vivre l'État. Oui. Ici, c'est tout le contraire. Non, c'est certain. On mise beaucoup sur l'électricité ici, c'est certain. Mais qu'est-ce que je... Oui, pourquoi on repart pas la production de pétrole dans l'Ouest canadien? Ça, c'est une question à laquelle je... Ah là, tu dépasses mon champ de compétences. Non, je comprends bien, là, mais... Il y en a un qui dit, au Québec, baisser les taxes. Oui, on imagine bien. C'est sûr qu'on n'a pas vu ça souvent. Non. On nous donne des rabais sur le prix de notre permis de conduire. C'est ça qu'on fait. Oui, de quelques dizaines de dollars. C'est ça. Moi, j'ai eu 500 $. Pourquoi 500 $? D'impôt, de retour d'impôt. Ah, oui? Moi, j'y ai eu droit. OK. Parfait. Voilà. Bon, félicitations. Mais c'est tout ce qu'on a. OK, c'est ça. Mais en fait, en Alberta, visiblement, ce qu'on dit, c'est qu'on a enlevé la taxe carbone. OK. Alors, mais c'est ça. Mais pourquoi on ne repart pas la production? Je sais là, que c'est pas très green, là, mais histoire de développer un peu notre autonomie.
Oui, parce que, bon, ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Actuellement, on est très pro-voiture électrique ici au Québec, mais quand il y aura une majorité de véhicules électriques sur nos routes, c'est le gouvernement qui va contrôler le prix de l'électricité, ce qu'il fait déjà. Alors là, on va être pieds et mains liés. Tu sais, il y a quand même ça qu'il faut considérer. Oui. C'est une belle transition, puis on comprend pourquoi le gouvernement pousse ça. Il y a une question environnementale, oui, mais il y a une question monétaire aussi, c'est bien évident. Oui. Quand ils vont contrôler l'énergie ici au Québec, Oui. aïe aïe, là, ils vont faire ce qu'ils veulent avec le prix. Ouais. Tu sais? Puis il y a Louis qui nous dit, parle donc de char, s'il te plaît. T'as bien raison, Louis. Hey, pour vrai, là, on dérapait. Merci de me ramener à l'ordre. Oui. Je suis bien d'accord avec ça. Fait que cette semaine, à l'émission du Guide de l'auto, on va parler, en fait, on essaie le Ford Maverick hybride. Oui. Je sais qu'on a plusieurs collègues qui sont allés à un pseudo-lancement du Maverick. Dans l'Ouest canadien, Pourquoi? alors que le véhicule est en concession depuis 6 mois ou 1 an, là, pas loin de... Techniquement, là, oui. Oui, les premières unités, en tout cas. Mais c'est comme si on n'avait pas... Moi, il me demande si j'ai eu le 500. Non. Non, c'était ça la joke. OK, j'ai pas eu. C'est ça. Je sais pas. C'est comme c'est comme Pierre-Yves McSween qui se faisait taquiner. Tu sais, vous y avez pas eu droit. Il dit, ben non, j'ai 3 jobs, j'espère que je n'y ai pas eu droit aux 500. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Enfin, bref. Fait que, Mais oui. oui, il y a eu un pseudo-lancement dans l'Ouest canadien, alors que le véhicule est sur les routes depuis déjà plusieurs mois. Mais oui, tu avais eu la chance de le mettre à l'essai. La version hybride qui est la plus rare, mais aussi la plus intéressante. Ben oui, c'est ça. Alors, on va vous présenter ça au Guide de l'auto. Vous pouvez l'écouter samedi 11h30 sur TVA. Sinon, sur mes plateformes, là, je le diffuse sur mon YouTube, sur mon Facebook aussi. Puis, le constat qu'on a fait de ce véhicule-là, c'est que c'est quand même une sacrée bonne machine. C'est juste dommage qu'on n'en ait pas. Ben oui. Tu sais, parce que ça, pour vrai, c'est un produit tellement réussi, tellement lancé au bon moment. J'espère que Ford va s'ajuster. J'espère vraiment qu'on va ouvrir les vannes. Là. Ouais, puis on va capitaliser sur ce modèle-là. Moi, je suis persuadé. Là, il y a des rumeurs d'une version de performance, peut-être, tu sais, version ST, là, tout ça. On a vraiment quelque chose, on tient quelque chose avec cette formule-là. Puis tu vois. Est-ce qu'on aura une version Maverick Grabber, par exemple? Ouais, là, est-ce qu'on va miser à ce point sur la nostalgie ou on va se calmer? Ouais, je sais pas. Grabber, je sais pas. Non? C'est une excellente question. OK. Je sais pas. Okay. Mais. Bref, on pourra voir. Il n'y en aura pas que des 302, en tout cas. OK. Ça me surprendrait. Puis, évidemment, bon, on va vous présenter aussi un reportage qu'on a tourné au Salon du véhicule électrique de Montréal avec Mathieu Roy. On a été faire un tour là-bas. On a visité, on a regardé quelques voitures, quelques kiosques. On a jasé un peu avec les gens. Puis, on a constaté qu'il y avait un gros engouement pour la voiture électrique, c'est bien évident. Quelle surprise. Maverick Raptor. Ouais. Oui, quelle surprise, mais ça a été un succès aussi à Québec la semaine dernière. Hein? Oui, mais qui ont eu, grosso modo, là, 10 000 visiteurs. On n'a pas connu le gros bond qu'on a connu à Montréal, là, avec presque le double de visiteurs. Ouais. On s'est maintenu un peu plus stable. Et puis attends, là, à Montréal. Mais il faisait beau, là, la fin de semaine passée. C'est ça aussi. C'est une drôle de période pour tenir un salon intérieur, là, quand il fait beau et chaud, là. Puis à Montréal, là, faut pas oublier, là, l'accès au stade, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y aurait des travaux sur toutes les rues entourant le stade olympique? Oui. Est-ce que tu voudrais parler du stationnement à 20 $? De quoi veux-tu parler, au juste? Moi, qu'on me facture 20 $ pour du stationnement, j'ai pas de problème avec ça. Ah, OK. Encore faut-il que je sois capable d'y accéder? Oui. Hey, sérieusement, c'était épouvantable. Oui. Ça fait dur. Un Maverick avec une boîte manuelle, ça serait nice. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord. Tu sais, ça arrivera pas, là. Non. J'ai vu quelques images circuler dans des groupes Facebook de gens qui tentent de faire revivre la mode du mini-trucking, qui était très populaire là, à la fin des années 80, début des années 90, où on modifiait des petits Nissan hard body, des Mazda Ranger, B2002. des Mazda, oui. Et là, avec des graphiques qui rappellent un peu les années 90. C'est le mini trucking, c'était des suspensions à air, c'était des camionnettes décapotables, des caisses des haut-parleurs plein la caisse en arrière, il y avait du stock là. Avec du design de couleurs fluo, fuchsia.
c'était particulier. Là. Mais ça a vraiment été une mode. Moi, je me souviens, j'avais des amis qui avaient des Rangers à l'école secondaire qui modifiaient ça. Ça a été cool comme mode, mais là, aujourd'hui, tu sais, du mini trucking, les trucks sont plus mini, là. Non, c'est pas mal plus gros. Bon. Parenthèse, j'ai vécu on parle toujours des micro-puces, là, ouais. Qui sont des puces électroniques, ouais. Qui sont, il y a des pénuries partout, c'est ce qui explique les retards, bon, blabla, mais ça semble très abstrait. Mais cette semaine, je conduis un Cadillac XT4 avec des boutons de siège chauffant et des boutons de siège ventilé, et il n'y a rien qui se passe parce qu'il manque les puces. Ben, je me suis acheté une camionnette GM, moi, puis volant chauffant, siège chauffant, marche pas. Mais on peut les rétrofiter ultérieurement. Mais l'affaire, c'est que... C'est particulier. Ben, j'espère juste que ça va finir par marcher un jour. Parce que là, c'est bien beau que ça fonctionne pas pour le moment, mais si dans 7-8 mois, les sièges chauffants marchent pas, bon, je te dis pas que je serais pas capable de survivre à ça, là. Non, mais quand tu achètes un véhicule de ce prix-là, tu te dis... T'aimerais ça que les accessoires, soient là. Les commodités soient présentes. C'est ça, exactement. J'ai de la misère à être bien assis. Ben oui, hein, ça serait-tu la digestion de la salade qui commence à travailler? Je sais pas. Tu sais, les légumes, on n'est pas habitués. Hein? Non, c'est ça. Puis il y a Charles-Antoine qui dit, avez-vous eu des nouvelles de la Golfer? Moi, je n'ai pas de nouvelles de la Golfer. Par contre, j'ai un collègue qui en a commandé une en même temps que moi. Ouais. Et qui, lui, s'est fait dire que ça arriverait pas avant l'automne. Et j'ai aussi eu vent que les concessionnaires n'avaient pas reçu de Golfer manuel encore. Pas une. Ah oui, on mise vraiment que sur la DSG. C'est ça. Alors, moi qui ai commandé une manuelle, est-ce que ça va exister un jour? Pour vrai, je l'attends plus. Si le téléphone sonne, il sonne, puis tant mieux. Tu sais? Mais tu me vendras pas une DSG. J'en veux pas. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne m'intéresse pas. Automatique, là, c'est ça. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. J'en veux pas. Point final. Ça m'intéresse pas. La voiture est le fun, c'est correct, mais ça s'adresse pas à moi. Mm-hmm. Alors, c'est dommage parce que c'est quand même une voiture qui s'adresse à une clientèle de puristes, là, ouais. où la proportion de puristes, du moins, est élevée. Mais... Puis tu sais, une autre voiture qui m'aurait intéressé autant que la Golfer, c'est la M240i que j'ai conduit récemment. Ouais. Mais qui se fait plus en manuel. Ouais. Je la trouve pas belle. Elle est pas aussi belle qu'avant, en tout cas. Ah, elle a un petit quelque chose. Elle est pas assez, excuse-moi l'expression anglaise, là, mais beefy. Ouais. Tu sais, ses rondeurs sont pas assez bien définies. Ouais, je comprends. Ses ailes sont pas assez... Mais c'est pas une M2 non plus. Non, je le sais. Mais elle est pas aussi bien découpée qu'elle l'était. Ouais, je comprends. Mais je déteste pas le look, moi. Ça m'arrête pas. Mais en même temps, la Golf, là, c'est pas le design de l'année, là. C'est depuis 40 ans, une Golf. T'sais, mais c'est pas... 50 ans. Il y a eu des générations qui étaient moins belles que d'autres. Pas d'accord. Moi, la Golf 5... Oui, la 5, c'était un peu creux. Mais les 3 et 4 sont souvent mal aimés. Moi, je les adore. Ben, la 3, je la trouve belle. C'est juste que c'était de la cochonnerie. Oui. Mais elle était très belle. Oui. Oh, oui, absolument. La 4 aussi, mais la 5 était pas bonne, puis elle était pas belle. Bon. OK. C'est ça. Brocheur de la semaine? Oui. Hey, tu nous as sorti un joyau. Évidemment, c'est le 88e épisode de La Grosse Brune, donc ça prenait la brochure 1988. Et on salue les gens de Payet Chevrolet, Automobile Payet à l'époque. Puis je trouve ça intéressant que tu nous sortes la nouvelle Oldsmobile Cutlass Supreme dans sa version internationale. Parce qu'en 88, c'était l'année de transition pour la Cutlass et bien d'autres voitures de ce type chez GM. Donc, c'était la fin de la version de la génération G sur la plateforme G, qui étaient des voitures. Mais il y en a eu des 88 de ça. Oui, il y a eu des Cutlass G-bodé propulsé 88, mais c'était aussi l'année d'introduction du nouveau modèle traction, pas mal moins carré, beaucoup plus arrondi, plus moderne, avec des beaux habitacles en moins velours. inspirant, là, certainement. Ben, en fait, c'est que... beaucoup moins collectionnable maintenant, là. Tu sais, un beau Cutlass propulsé, là, c'est intéressant pour un amateur de voitures anciennes. Ben, Cutlass 88 en bonne condition,
propulsé J-Body, ça peut valoir 15 à 20 000 $. C'est très beau. Ça peut valoir 1500 à 2000. Là. On salue les amis de Kenny Youple qui ramassent ce vidange-là. Tu sais. Puis il y a, je veux juste revenir sur un commentaire qui est passé, Maxime qui disait que c'est un 3.1. Oui, à partir de 90. En 88, c'est encore des 2.8. Ouais. Puis c'était le seul moteur là, qu'on avait. Après ça, ils ont amené des 3.4, des doubles embarquements en tête. Y a-tu des quad 4 là-dedans? Bonne question. En 88, je crois pas. Non, en 88, t'avais que le 2.8. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des quad 4 aussi, parce qu'il y en a eu chez Oldsmobile, évidemment dans la Cutlass Calais. Oui, qui était plus petit. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le quad 4 avait ironiquement plus de puissance qu'un 3.1 ou qu'un 2.8, mais disons que pour la durabilité, c'était autre chose. Clin d'œil à la nouvelle génération de voitures à traction en 88, qui a eu beaucoup de succès sur le coup, mais qui aujourd'hui est drôlement moins intéressante que une Cutlass Supreme J-Body. Là. Pour la nostalgie, on va choisir la Cutlass G, là, définitivement. Vas-y donc avec tes questions. D'accord. On a Yvan qui nous dit avoir un Volkswagen Tiguan 2009 de 200 000 km qui est très propre et qu'il aime beaucoup conduire. Le fabricant recommande de mettre de l'essence super sans plomb avec le prix de l'essence actuelle qui ne cesse d'augmenter. Il se demande s'il est possible de mettre du sans plomb, mais ordinaire cette fois, sans pour autant endommager le moteur et ses composantes. Ben, en fait, c'est que le moteur au Québec, on a une essence qui est quand même souvent plus intéressante qu'aux États-Unis où il y a beaucoup d'éthanol. Ouais. L'éthanol peut être un problème parce que ça peut faire grimper la consommation d'essence un peu parce que l'explosion n'est pas aussi efficace. Quand tu as un moteur qui requiert du super, l'ordinateur est programmé en conséquence. Et ce que tu veux avec de l'essence super, c'est souvent d'avoir une explosion plus tardive pour un taux de compression plus élevé. Si tu rabaisses le taux de compression avec de l'essence ordinaire, tu vas évidemment perdre un peu en puissance, mais l'ordinateur va compenser. Par contre, c'est pas grave. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on va perdre un peu de puissance et que, évidemment, l'essence n'est pas aussi propre, il n'y a pas autant d'additifs, donc à très long terme, les injecteurs, ça peut s'encrasser un petit peu. Là. Mais le véhicule a 13 ans et 200 000 km. Je sais pas si... c'est pas la fin du monde, mais c'est pas idéal. Okay. C'est sûr que c'est pas idéal. Il fut une époque... dans les années 80, si tu avais une Porsche 911 puis que tu roulais ça à l'ordinaire, tu pouvais carrément endommager le moteur. Okay. Parce que là, tu n'avais pas d'ordinateur pour compenser. Mais sur des véhicules modernes, regarde, le plus bel exemple que je peux te donner, c'est Mazda. Ouais. Bon, Mazda, on le sait, tu mets du 94... Ils annoncent 2 données de performance. C'est ça. Tu mets du 94 avec le 2.5 turbo, tu as 250 chevaux. Tu mets du 87, tu en as 227. Ouais. Puis ça varie comme ça. C'est le même moteur. Là. Exactement. Et puis, tu peux même prendre l'exemple de Honda avec son moteur V6. Dans un Pilote à 280 chevaux, tu mets de l'ordinaire. Puis dans un MDX à 290 chevaux, tu mets du super. Ben, mettre de l'ordinaire dans ton MDX, tu auras 280 chevaux. Ouais. C'est exactement ça. Là. Alors, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas nécessairement idéal. On a Pierre qui nous dit qu'il vient de recevoir sa Chevrolet Bolt EUV 2022. Est-ce une bonne idée d'opter pour la garantie prolongée pour ce type de véhicule? Il ne mentionne pas le prix là, que ça coûte. Non. Moi, je prendrais pas ça. C'est pas très inquiétant. Là. Non, parce que dans le fond, qu'est-ce qui t'inquiète là-dessus? Tu sais, je veux dire, la batterie de ce véhicule-là garantit 8 ans, 160 000 km, si ma mémoire est bonne. Non. Moi, je prendrais pas ça. C'est une voiture qui... En plus, s'il y a une électrique qui est fiable, qui a prouvé qu'elle était efficace, c'est bien celle-là. Là. Oui. Fait que non. Dernière question, on a Étienne qui cherche un véhicule électrique de 7 passagers. Il aurait aimé commander le Rivian R1S, mais le prix est exorbitant. Il a réservé un Kia EV9 en espérant l'avoir pour la fin 2023. Est-ce une bonne idée et est-ce réaliste d'espérer l'avoir à la fin de la deuxième moitié de 2023. C'est dur de se prononcer. C'est dur de se prononcer là-dessus. C'est sûr que c'est une bonne idée de placer son dépôt tout de suite. Oui. Plus tôt tu le fais, plus vite tu l'auras. Puis il y aura un équivalent chez Hyundai aussi, là. Ça c'est sûr.
Alors, peut-être aller voir votre concessionnaire Hyundai puis placer un dépôt sur le futur VUS de Hyundai là, qu'on avait appelé Concept 7, mais qui va finir Ce sera par... un Ioniq 7, Bon, probablement. alors voilà. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Bon, évidemment, il existe aussi le Tesla Model X, là, mais non. Ouais. Puis il va y en arriver d'autres, là, mais... Oui, de mettre son dépôt tout de suite, c'est une bonne idée, mais là, se prononcer sur le futur, c'est bien difficile. Puis ils ont beau dire, oui, on va lancer ça. Bon, il y a rien annoncé, mais ils ont beau dire, on va lancer ça éventuellement. On le voit, là, le Nissan Ariya devait arriver... C'est long, là. on l'oublie quasiment. Ouais. J'ai l'impression que quand il va arriver, il sera peut-être déjà un petit peu dépassé. Ça se peut-tu, ça? Ben, je dirais pas qu'il va être dépassé, non. Parce que là, la folie est encore là. Oui, je comprends. Mais tu veux pas que ça fasse comme l'Acura NSX. Elle a fini par arriver sur le marché, mais on était déjà tanné de l'avoir, là. Ouais. Tu sais, pour pas tanner de l'avoir, mais Mais l'effet de surprise wow, n'est est pas plus là. Ben non. Parce que, écoute, moi, de mémoire, on a dévoilé le Toyota BZ4X bien après les images du Ariya. Ouais. Puis il arrive sur le marché là, puis l'Ariya, c'est pas avant novembre. OK. Puis ça, c'est si c'est pas retardé encore. Oui, parce qu'il a déjà été retardé. Hein. Pour en profiter pour changer de nom aussi. Ce serait une bonne idée. On leur Mais ça arrivera pas. Non. Appelez-le l'Access. Tu sais, on va jouer dans la nostalgie. Ouais. Tu sais, le multi. OK. N'est-ce pas? Réponse à la question quiz. Vas-y donc. 1983. Thunderbird Turbo, 2.3 turbo, 4 cylindres manuel. Turbo Coupe. Yes, sir. Voilà. N'est-ce pas extraordinaire? Oui. Merci à Gabriel pour les étoiles. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, Au revoir. on va digérer ça, là. Ouais. Salut!